Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Pour ceux qui nous suivront en rediffusion pendant la journée, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Jean-Claude Matoumoueni Makwala. Il est professeur des universités. Par exemple, il donne cours à l'UNISIC, l'ex-IFASIC, Université Congo, Université Omnia Omnibus, Université Mbujimaï officielle, Université libre de Mbujimaï. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour Jean-Claude Kibambi. Vous avez dit Jean-Claude Kibambi Jean-Pierre Kibambi. Dans quelles circonstances nous sommes-nous rencontrés pour la première fois? Vous étiez déjà à l'époque une grande vedette de la télévision, vous étiez à la présidence de la République, et moi, tout jeune journaliste, je venais de terminer à l'ISTI à l'époque, et je venais d'être engagé à l'OZRT, et c'est là qu'on s'est connus. Voilà. Je pensais que vous aviez oublié votre passé. Non, pas du tout. Surtout que je me souviens qu'on s'appréciait très bien. Hein. Oui, c'est vrai. On s'appréciait beaucoup. C'est vrai parce que vous étiez un jeune qui parlait bien. La preuve, vous venez de dire OZRT, alors que tout le monde dit OZRT. Hein? Non, merci. Alors, si je vous ai reçu, c'est pas pour que nous parlions de vous et de moi, c'est pour que nous parlions de 3 tomes, de 3 livres que vous venez de publier autour de Lumumba. Alors, 3 tomes consacrés à Lumumba. Professeur, je ne sais pas à quoi vous destinez ces livres. Parce que si on fait le total des pages, ça va dans les 1096. Vous les destinez à qui? Pas à n'importe quel lecteur. Bon, déjà, tous ceux qui s'intéressent à Lumumba pourront y trouver leur compte, mais aussi les chercheurs, particulièrement les chercheurs, parce que ce livre est bâti autour des approches théoriques d'abord, n'est-ce pas, et qui sont vérifiées sur les narratifs que l'on connaît autour du personnage de Lumumba. Donc les chercheurs auront leur place, ils pourront se retrouver là-dedans, mais aussi tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à Lumumba. Approche théorique, vous savez, ça fait universitaire. Absolument, ça fait universitaire, parce que c'est l'ouvrage d'un universitaire. Aussi parce que je m'étais trouvé en face d'un choix à faire. Est-ce qu'il fallait raconter simplement la vie de Lumumba, ou bien est-ce qu'il fallait analyser ce narratif-là qui existe autour de Lumumba? Donc c'était ça le challenge pour moi. Raconter Lumumba, je ne sais pas si je l'aurais fait mieux que ceux qui m'ont précédé. Il y a déjà eu beaucoup d'ouvrages sur Lumumba. Je crois qu'on peut naviguer autour d'une trentaine à peu près, hein, de livres sur Lumumba et des articles, etc. Il y a énormément de récits. Ce matin encore, ou hier je crois, j'ai encore vu un récit de la vie de Lumumba qui est fait par Thomas Louaka, n'est-ce pas, sur Facebook. Donc il y a tellement de récits autour de Lumumba. Moi, je ne me positionne pas comme un narrateur ou un historien. Je suis plutôt narratologue et sémioticien. Narratologue, ça veut dire que je prends les récits comme objet d'analyse. Donc j'analyse ces récits sur Lumumba et j'essaie de voir le sens qui s'en dégage. Et donc, vous allez voir d'ailleurs que dans tout l'ouvrage, la problématique du sens est primordiale, elle est fondamentale. Notamment lorsque, par exemple, parce que c'est 3 thèses en fait, c'est 3 tomes, mais qui sont 3 thèses en réalité. Dans la première thèse, où j'essaie de démontrer que, en réalité, nos actions, ce que nous faisons à l'égard des individus, à l'égard des personnages, c'est toujours lié à un sens que nous construisons. Effectivement, dans ce premier tome, je démontre que pour comprendre ce qui est arrivé à Lumumba, parce que la question centrale, c'est quand même pourquoi a-t-on tué Lumumba? Voyez? Donc, si on voit cette question-là, il faut remonter dans le temps. Il ne faut pas se limiter à la contemporanéité, c'est-à-dire
aux relations que Lumumba avait avec ses contemporains, ses compatriotes. Alors, et quand etc. on remonte jusqu'au déluge, j'allais dire, qu'est-ce qu'on constate? Ce que l'on constate, c'est que Lumumba est le maillon d'une chaîne. Il est dans une filiation en réalité. Une filiation qui permet de remonter, moi je remonte d'ailleurs jusqu'aux années 1454, lorsque le pape Nicolas V promulgue sa fameuse bulle, c'est Romanus Pontifex, qui dit clairement, il donne injonction au roi du Portugal, n'est-ce pas, de pouvoir soumettre les pays des Sarrasins, donc les pays des Noirs et tout ça, et d'accaparer tous leurs biens, etc., de les réduire en esclavage. Vous voyez? Donc on est déjà dans cette logique-là qui va faire que il va se créer dans l'esprit du dominant, notamment du blanc, il va se créer un certain sens du noir. Le noir, c'est l'être qu'il faut écraser, c'est l'être qu'il faut vendre, qu'on peut vendre comme esclave, c'est l'être qu'on doit faire travailler, etc., qu'il faut exploiter. Donc l'idée va faire boule de neige. Comme ça va faire boule de neige. Et dans l'histoire, ça va évoluer, parce que moi, je dégage, je trouve 3 repères fondamentaux par rapport à cette construction du sens. Donc il y a cette bulle-là du pape Nicolas V, et puis il va y avoir le code noir. Absolument. Le code noir qui, bien sûr, était destiné à l'usage des colons français d'Haïti. Eh bien, ce code noir va éditer un certain nombre de principes. Et déjà qu'on voit quelque chose d'assez scandaleux aujourd'hui, c'est que le code noir dit clairement que l'esclave est un bien meuble, c'est-à-dire un objet que l'on peut céder, que l'on peut acheter, acquérir, qu'on peut vendre, etc. C'est cela le noir et l'esclave en particulier. Et puis il va y avoir, bien sûr, l'acte de Berlin. Berlin qui est pour moi une grosse escroquerie. Berlin est officiellement, n'est-ce pas, réuni notamment autour des zones commerciales, le bassin du fleuve Congo notamment, mais également autour de l'idée qu'il faut émanciper les Noirs. Il faut, n'est-ce pas, les extraire de l'esclavage dans lequel les Arabes les soumettent, etc. Or, en réalité, la colonisation va être la prolongation, le prolongement de l'esclavage sous une autre forme. La seule chose qui différencie l'esclavage de la colonisation, c'est que sous le régime de l'esclavage, le noir, n'est-ce pas, l'être humain, il peut être vendu, cédé à un autre. Mais il est utilisé comme une force de travail. Et sous la colonisation, eh bien, le corps n'est plus vendu, mais il est toujours une force de travail. Vous connaissez, n'est-ce pas, les drames qu'il y a eu, notamment ici chez nous, avec le caoutchouc rouge, comme on l'appelait, l'affaire des mains coupées, etc., etc. Alors, je démontre à partir du concept, parce qu'on parle de théorie aussi, à partir du concept de macro-histoire, je démontre que le drame de Lumumba n'est pas un fait isolé. Le drame de Lumumba est un fait qui s'inscrit dans l'histoire au long cours, n'est-ce pas? Il s'inscrit vraiment dans l'histoire. Dans une logique. Une logique dans laquelle le dominant s'est construit un sens de l'autre. Il a son sens et ça va se traduire dans certaines pratiques. Ce qui fait que, si vous regardez l'histoire des esclaves qui ont cherché à s'affranchir, n'est-ce pas, même dans les territoires sud-américains ou autres, vous voyez l'histoire de Macandal par exemple, Yanga, etc., les esclaves qui se sont rébellés, et même chez nous ici, la fameuse Kimpavita, l'autre Kimbangu, etc. Eh bien, vous allez voir que c'est vraiment une filiation, de sorte que on positionnera toujours le noir comme un sujet qui a une quête particulière. Sa quête, c'est la liberté. Être libéré des chaînes du joug esclavagiste et colonial, etc. Et de l'autre côté, le blanc est toujours positionné comme un anti-sujet. Celui qui s'oppose à cette quête-là parce qu'il tient absolument à maintenir le noir dans cet état-là. Alors, lorsqu'on arrive à l'époque de Lumumba, eh bien, j'ai fait une relation entre le code noir, justement, et l'affaire Lumumba. Vous allez voir que l'article 58 du code noir, je parle de la première version parce qu'il y a eu deux versions. La première version, celle de 1685, édictée par
le roi Louis XIV, n'est-ce pas? Eh bien, cet article-là dit clairement que l'esclave, même affranchi, doit absolument, n'est-ce pas, continuer à observer un respect strict vis-à-vis de son ancien maître, ouais. Pas seulement de l'ancien maître, de son épouse et de sa descendance. Et l'article ajoute de telle sorte que si il n'agissait pas de la sorte, eh bien s'il manquait de respect à son maître, eh bien son crime serait puni plus sévèrement que si ça avait été le fait de quelqu'un d'autre. Eh bien, si vous lisez l'histoire de Lumumba, on est effectivement dans ce schéma-là. Parce que, en 1960, le 30 juin, le discours de Lumumba est un camouflet vis-à-vis du roi des Belges. Donc c'est un esclave qui veut s'affranchir. Non seulement il s'affranchit, parce que le maître vient déjà de lui accorder sa liberté. Oui, et puis le maître est là. Et le maître est là présent, et lui va donner un camouflet. Les écrits sur cet événement-là disent clairement que le roi avait blêmi. Il était devenu tout pâle. Oui. Et je pense même qu'il avait souhaité repartir en Belgique le soir même, n'est-ce pas? Eh bien, parce que justement, l'esclave, la peine esclave, la peine affranchie, venait de lui manquer de respect, ce qui ne présageait rien de bon sur les relations futures. Il s'était condamné. Il s'était condamné. Et moi, je considère que c'est ce jour-là que le sort de Lumumba était scellé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'autres événements après, mais c'est ce jour-là qu'il était complètement scellé. Parce que c'est vrai que plus tard, quelqu'un comme Eisenhower, en septembre, le 18 septembre, je crois, va dire, au cours d'une réunion du Conseil de sécurité des États-Unis, il va dire « Get rid of him », c'est-à-dire « Débarrassez-moi de lui ». Vous voyez? Donc nous avons cette logique-là qui se prolonge, qui se poursuit. On veut s'affranchir, mais on ne peut pas s'affranchir par ses propres moyens. Il faut que ce soit le maître qui vous accorde l'affranchissement, n'est-ce pas? Mais envers qui vous devez absolument continuer à observer un respect absolu. Voilà. Ça, c'est le premier livre. Le premier tome, livre, oui. Le premier tome. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter par rapport au premier tome? Parce que je voudrais qu'on aille un peu vite, parce que nous sommes en train de vendre le livre, en réalité. Alors, ce qu'on peut ajouter également par rapport à ce premier tome, excusez-moi, sans prix, c'est que la construction du sens du noir n'est pas que le fait des politiciens. C'est vrai que aux États-Unis, par exemple, même parmi les présidents américains, les futurs présidents américains, il y avait une sorte de scission. Il y en a qui luttaient contre l'esclavage, qui voulaient même, et qui ont même contribué à la création des sociétés anti-esclavagistes, mais il y en a qui étaient encore accros, qui ne voulaient pas lâcher. Thomas Jefferson, par exemple, n'est-ce pas, aux États-Unis, était ce chef d'État qui lui-même, ayant des esclaves, n'est-ce pas, estimait que les Noirs étaient vraiment inférieurs et que si d'aventure on devait les libérer, eh bien, on devait créer un autre État pour eux. Vous voyez? Donc, il y a déjà cela. Il y a ensuite l'aspect philosophique. La philosophie a beaucoup contribué, n'est-ce pas, à construire ce sens du noir, du nègre, ou de l'esclave de manière générale. Il faut remonter dans la philosophie grecque, par exemple, chez Aristote et son maître Platon, n'est-ce pas, où on voit que l'esclave est considéré comme quelqu'un qui est né esclave. C'est dans la nature même. Il est né esclave et donc il doit être dominé. Il doit le demeurer. Absolument. Voilà. On ne va pas s'étendre sur Hegel, Gobineau, etc. Des gens Gobineau par exemple, qui disaient que le blanc, c'est la race la plus... que c'est la meilleure race, la plus intelligente, la plus ceci et la plus cela, etc. Donc il y a tous ces différents sens construits par la politique, par les philosophes et par la religion aussi, n'est-ce pas, qui vont contribuer à créer, n'est-ce pas, ce que généralement nous, ou disons les philosophes et les sociologues appellent un habitus. Un habitus, c'est-à-dire un ensemble de représentations, comment on se représente l'autre, mais également un ensemble de pratiques. Si vous lisez le livre, vous verrez par exemple la référence que je fais à Alexandre Dumas, qui décrit comment on a brimé des esclaves, comment on les a maltraités sur un bateau qui les conduisait vers l'Amérique. Ah oui, c'est terrible. On a
d'épaisser un homme vivant pour lui arracher les tripes, etc. Et puis il a été découpé en petits morceaux. On a donné ces morceaux à manger aux 300 esclaves qui étaient là. On a pendu une femme. Ainsi de suite. Les exemples sont légion. Légion. Il y a même des Européens qui tiraient dans les... chez nous ici, tiraient dans du noir. Tout à fait. Comme ça, Tout à fait. Pour s'amuser, pour se distraire. Tout à fait, ça existe. Donc, ça a existé. Donc, pour dire que, en fait, on est là véritablement dans tout un système. Ça forme un système en réalité. Et ce système va avoir ses représentations, ses pratiques, aussi bien avec les esclaves du 15e siècle que du 16e, du 7e, 18e siècle, 19e siècle, jusqu'au 20e siècle avec les Lumumba, ou même... Par exemple aussi au Cameroun avec Oumniobé. Oui. C'est des gens qui ont subi également cela dans leur chair. C'est vrai que la différence qu'il faut quand même noter entre Lumumba et les autres, Oumniobé ou Boganda et les autres, c'est que ceux-là sont pratiquement morts sur le coup. Ils n'ont pas été martyrisés, n'est-ce pas, comme Lumumba l'a été. D'ailleurs, si vous lisez le premier tome, le sous-titre c'est Macro-Histoire, Biosémie au pouvoir et Passion des corps dans le récit des 52 derniers jours plus 3. Pourquoi? Parce que la passion véritablement commence, on va dire, le 1er décembre, et même un peu avant, le 26 ou le 27 novembre, lorsqu'il s'échappe, n'est-ce pas? Eh bien, il est déjà un fugitif que l'on poursuit, n'est-ce pas? Il va être arrêté le 1er décembre, ramené à Kinshasa, à Léopoldville, le 2 décembre, et pendant toute cette période-là, ce sont les exactions, à part peut-être quelques jours au camp de Tesseville, n'est-ce pas, au camp de Tesseville, où il est quand même protégé par le général Bobozo. Vous voyez, le commandant Bobozo à l'époque. Donc, pendant toute cette période-là, il subit quand même des exactions dans la chair, des humiliations. Vous allez voir le film, par exemple, de son arrivée, n'est-ce pas, à Léopoldville, comment il est traité, ou je dirais maltraité, n'est-ce pas? Alors qu'il y a d'autres prisonniers avec lui, eh bien, lui, on va serrer davantage ses on constate les polos, voilà. On les voit quasiment pas. Voilà. Ou c'était d'ailleurs peut-être la volonté même du caméraman ou du réalisateur, parce qu'on nous montre que Lumumba, c'est lui qui est en première ligne. Exactement. C'est lui. Et d'ailleurs, cet argument-là va revenir lorsque nous allons aborder le troisième tome. Deuxième tome. Le deuxième tome. Alors, le deuxième tome, c'est dans la poursuite du premier. Parce que ce deuxième tome se construit toujours autour de la problématique du sens. Rappelez-vous, dans le tome 1, ce sens renvoie à ce que nous avons appelé la macro-histoire, c'est-à-dire cette conception de l'histoire qui considère que les faits même très anciens peuvent être une cause pour des phénomènes actuels. Vous voyez, donc le sens était déjà là, avec ses représentations et les pratiques subséquentes, n'est-ce pas? Alors que dans le deuxième tome, ce qui va être mis en évidence, c'est justement le sens qui est construit dans les interactions que Lumumba va avoir avec ses contemporains. Alors ces contemporains, je mets ensemble, mais en fait il y a deux grands groupes. Un premier grand groupe qui est constitué de ses compatriotes. Vous avez Kasavubu, vous avez Mobutu, Kalonji, Tshombe, et puis d'autres encore dans le sillage, tels que Munongo ou Kibwe, par exemple, qui ont été vraiment des personnages, je dirais, déterminants, n'est-ce pas, dans ce qui s'est passé à Elisabethville, n'est-ce pas. Vous avez donc ce premier groupe-là. Mais vous avez un deuxième groupe qui est constitué de puissances extérieures. Parmi ces puissances, bien sûr, d'abord la Belgique, ensuite l'Amérique. Pourquoi l'Amérique? Bien, parce que l'Amérique avait déjà d'ailleurs des intérêts au Congo. Il y avait même une compagnie, j'ai oublié le nom, qui devait, n'est-ce pas, venir à l'époque déjà commencer à travailler sur Inga et exploiter les matières premières chez nous. Mais le projet a avorté parce que le Parlement l'avait rejeté. Vous voyez, donc l'Amérique était intéressée. Et puis il savait que c'est de là qu'on pouvait tirer l'uranium. Voilà, exactement. Mais aussi le fait que on va accuser Lumumba, et je vais y revenir disons dans quelques minutes, on va accuser Lumumba d'être communiste et donc de faire pencher le Congo
dans le giron soviétique. Vous voyez? Donc, on va créer comme ça. Alors, bien sûr, il va y avoir aussi ces inimitiés personnelles avec Daga Marshall, n'est-ce pas? Donc, avec l'ONU, on va dire. Donc, il y a la Belgique, il y a les Nations Unies, il y a les États-Unis, n'est-ce pas? Donc, ces entités-là, n'est-ce pas, qui vont aussi lui en vouloir. Mais alors, là aussi, l'idée centrale, c'est que on est toujours dans une construction du sens. On est en train de construire un sens autour de Lumumba. Le sens, je les décline sur trois aspects. Les aspects juridiques, par exemple. On va construire le sens d'illégitimité de Lumumba. Déjà qu'il a été révoqué par Kasavubu le 5 septembre, n'est-ce pas? Et ensuite, on va même avoir Pierre Vigny, n'est-ce pas, le ministre belge des Affaires étrangères, qui va clairement dire que Lumumba n'a plus aucune légitimité. Aucune légitimité, surtout après ce qu'il a fait en essayant de révoquer Kasavubu. Et que donc, on doit le considérer désormais comme quelqu'un de tout à fait illégitime. Professeur, alors, je vous pose une question. Mais Lumumba, paraît-il, avait une négresse qui écrivait pour lui. Enfin, je ne sais pas si vous... moi, je l'ai appris comme ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette négresse n'était pas... en fait, c'était une métisse. André Bloin. Oui. André Bloin. Voilà. Elle n'était pas mise là-bas pour essayer de précipiter toutes les choses, pour embrouiller un peu l'esprit de Lumumba. Bon, déjà que dire que André Bloin écrivait pour Lumumba, je n'en ai pas de preuves. Seulement, je dirais que, par exemple, le livre que Lumumba a écrit, Congo, terre d'avenir, est-il menacé? Il écrit en 1956 quand même. Hein. Ouais. Il est en prison, n'est-ce pas, après l'affaire de la Poste, etc. Livre qui n'est pas très connu, c'est dommage. À Kisangani, donc à Stanleyville. Et il va connaître André Bloin bien plus tard, dans le sillage des indépendances, etc. Donc, je ne saurais pas le dire. Mais également, le fait que lorsque, par exemple, Lumumba décide d'écrire le discours, eh bien, c'est avec ses conseillers belges, mais également des conseillers guinéens. Et ça, c'est important, très important, parce que ça permettra de comprendre le ton qu'il va prendre, qui est radicalement opposé à celui de Kasavubu. Les amis guinéens, en fait, il écrit le 29, déjà il a commencé et tout ça, parce qu'on lui dira, non mais, c'est quand même toi qui représente le gouvernement, c'est toi le chef du gouvernement. On ne peut pas laisser le roi et Kasavubu seuls s'adresser aux Congolais, alors que le chef du gouvernement est là à les regarder. Non, il faut que tu écrives. Et les amis guinéens vont ajouter ceci. Ils vont dire, vous devez humilier le roi, ça, comme Sékou Touré a humilié Charles de Gaulle. Vous voyez ça? Donc, en 1958, lorsque de Gaulle dit, Sékou Touré dit non à Charles de Gaulle qui proposait la communauté franco-africaine, etc. N'est-ce pas? Eh bien, on lui dit, vous devez humilier le roi comme Sékou Touré avait humilié Sékou Touré que lui-même avait rencontré. Voilà. Donc, il y a ces différentes choses qui vont s'entremêler, n'est-ce pas? Et qui feront que, bon, il va ajouter d'ailleurs des choses lors de la cérémonie même, il va écrire, ajouter des choses, etc. Bon, on dit que c'est un conseiller belge qui aurait écrit pour lui, mais en tout cas, lui-même on l'a vu ajouter des choses. Il a ajouté, il a écrit des choses, etc. Mais pardon, professeur. Bon, s'il y a des conseillers belges, ne sont-ils pas en train de le pousser vers la mort? Non. Non, ils sont en train de travailler pour lui, vraiment? Parce que certains de ses conseillers ont plutôt des tendances, je dirais, proches, n'est-ce pas, du parti communiste belge, du parti travailliste belge, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Ils ont beaucoup plus cette philosophie-là. Et donc, je ne pense pas qu'ils veuillent le piéger. Je pense, personnellement, que ce qui a vraiment déterminé Lumumba à ce discours radical, c'est vraiment le conseil de ses amis guinéens. Les amis guinéens ont été très clairs, ils ont insisté, il faut vraiment l'humilier. Il faut venger en quelque sorte, n'est-ce pas, moralement, venger en quelque sorte moralement, n'est-ce pas, tout ce que vous avez subi.
Et Buisseret, bon, on n'en parle pas parce que, oui, continuez le récit. Voilà, donc, j'étais en train de parler du sens qui est construit. Oui. Et donc, sur le plan juridique, on va construire l'illégitimité de Lumumba. Or, l'illégitimité va faire quoi? L'illégitimité va aussi en même temps, n'est-ce pas, dégager son corps des immunités. Il n'a plus d'immunité en ce moment-là. Lorsque on les arrête, par exemple, vers la Sankourou, n'est-ce pas? Eh bien, on va les tabasser. Et sa femme, Pauline, va même dire, nous avons été battus à mort. Notre enfant, Patrice et moi, on a été battus à mort. Lorsque ils vont essayer, tenter de s'enfuir pour aller rejoindre le camp des Nations Unies qui était là, eh bien, on les a poursuivis. Le garde qui était là, ne comprenant pas le français, en plus, il n'avait pas reçu d'instruction de sa hiérarchie, il va refuser. Eh bien, on va les rattraper, notamment le fameux commandant Yohane, n'est-ce pas, qu'il a arrêté. Eh bien, on va encore les tabasser à mort. Vous voyez, donc, lorsqu'on construit ce sens d'illégitimité, d'illégalité, eh bien qu'il fût député et qu'il fût également Premier ministre, eh bien, toutes les immunités qui entouraient son corps en ce moment-là tombent. Donc c'est un individu. Voilà, pour parler un citoyen lambda, comme tout le monde. Et ce qui fera aussi que lorsque vous allez vous regarder ce film de son arrivée à Léopoldville, vous allez voir qu'il est l'objet de tracasseries diverses. On va serrer davantage ses mains. Oui. Et il ne reste plus que 5 minutes, figurez-vous, pour parler, pour aller dans le troisième tome. Oui, peut-être deux petites choses sur le deuxième encore. Notamment le fait que le sens va être construit aussi autour de ce que j'appelle la fama, c'est-à-dire la renommée. On va travailler le sens autour de sa renommée. On va dire qu'il est communiste. On va dire qu'il est pour l'athéisme, parce qu'il prônait la laïcité, que Maloula va traduire en laïcisme, ce qui est tout à fait différent. C'est deux concepts tout à fait différents. Et Maloula a joué un rôle très important. Là, il était dans la ligne de Buisseret. Oui, évidemment. Parce que Buisseret, c'est l'homme qui va introduire l'école laïque. Oui. Et Lumumba, Stanley Lévy, il avait inscrit ses enfants à l'Athénée. Justement parce qu'il adhérait à cette idéologie laïque. Donc, il y a toute cette construction du sens. Très bien. Alors, le dernier tome, lui, parle beaucoup plus de l'affaire de la dent, la fameuse relique. Et pourquoi en parler? Parce que lorsque la Belgique a décidé de restituer la dent à la RDC, eh bien, les autres familles ont dit... Voilà, les familles Okito et Opolo ont protesté. Ben oui. On dit que non, il n'y avait aucune preuve. Qui vous démontre que c'est la dent, c'est la relique de Lumumba, alors qu'ils étaient 3. Ouais. Et là, moi, j'essaie de construire une approche théorique, encore une fois, qui permet de lever un peu cette controverse-là, notamment autour de la notion de vraisemblable et d'indexation. Pourquoi vraisemblable? Parce que dans les théories narratives, on conçoit que le héros, c'est vraisemblablement la personne qui est le plus souvent indexée. Le héros, il apparaît souvent seul. C'est le premier. Voilà, il apparaît souvent seul et c'est de lui que l'on parle le plus souvent. Il est donc invraisemblable qu'à la fin du récit, on ait un autre héros. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les témoignages. Un des petits-neveux de Lumumba a dit, par exemple, que cette dent avait été soumise à un test d'ADN qui avait confirmé que c'était quand même la dent de Lumumba. Et puis, finalement, il y a le témoignage de Gérard Soult, le fameux commandant belge qui avait retiré la dent, qui avait arraché la dent. Soult déclare à Jacques Brassine, qui recueillait les témoignages pour sa thèse de doctorat, Gérard Soult déclare que lui, il était en Belgique en ce moment-là, mais il était revenu au Congo parce qu'il voulait absolument tuer Lumumba pour lui faire payer son affront qui avait été fait au roi. Vous voyez, il revient, malheureusement, Lumumba est tué sans lui, mais c'est à lui qu'on va confier le corps, les 3 cadavres, pour qu'il puisse finalement les dépecer et les mettre dans l'acide. Alors, vraisemblablement, on peut se demander, est-ce que en ce moment-là, ce Belge se serait trompé de corps pour aller arracher la dent de Polo ou de Okito plutôt que de Lumumba? Parce qu'il est clair que quand on les fusillait, on a plus fusillé le héros. Ah oui, c'est clair.
C'est clair, les témoignages le disent. Les chargeurs Clairement, étaient oui. Tous les chargeurs ont été décimés. vidés sur lui. Alors que pour les deux autres, c'était juste Quelques balles. quelques balles. Mais lui, on a compté une douzaine, plus d'une douzaine de douilles. Donc tout était vraiment destiné à Lumumba. Donc vraisemblablement, ça ne pouvait être que la relique de Lumumba et pas de quelqu'un d'autre. C'est ça le troisième tome. C'est ça le troisième tome. Et vous savez, là où il a été tué, pas loin de là, Oui. se trouve le chemin qui a mené au petit séminaire que Monseigneur, comment j'appelle encore, le magnifique a étudié, moi aussi, Moudimbe, c'est sur cette route-là. Vous avez donc eu l'occasion, vous, de visiter ce site. Non, on n'a pas eu l'occasion parce que d'abord les premières thèses étaient que Lumumba avait fui. Vous savez, ça a continué. Il y a eu une propagande autour de tout cela, notamment orchestrée par Munongo. Qu'il faut qu'il... Ouais. Ça c'est pour l'anecdote. Ma mère était de la jeunesse de Munongo, justement. Bon, c'est pour l'anecdote. Professeur, je vous remercie et je crois que vous avez vendu brillamment votre livre, vos 3 tomes. Ça fait peur, mais je crois que quand on a le temps, on peut le lire avec plaisir, parce que vous n'êtes pas historien. Vous vous basez sur des faits pour chercher le sens, pour en chercher le sens et les expliquer. Vous ne prétendez pas être historien, mais vous les complétez. Non? Absolument. Absolument, parce que j'ai dit, je suis sémioticien et narratologue. Ben, pour que le narratologue travaille, il faut qu'il y ait des récits. Il travaille sur ces récits-là. Bien sûr. C'est vrai que nous sommes, dans une société qui est très narratophile. Elle aime beaucoup les récits, d'où le succès de ceux qui racontent des histoires, etc., des récits. Mais c'est bon aussi de pouvoir analyser ces récits-là sous un autre regard pour essayer d'en extraire justement la vérité, le sens. Merci, professeur Matemoni. C'est moi qui vous remercie. Vous avez été très gentil de venir... par amitié sûrement, nous donner la primeur de ce travail qui vous a pris combien de temps? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Depuis juin 2022. Ça, c'est un universitaire. Parce que l'universitaire n'est pas celui qui est à l'université, celui non seulement qui a terminé l'université, c'est lui qui continue la recherche. Absolument. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec plaisir que je vous ai présenté ce numéro. Moi, je vous promets que je vais lire ce livre parce que on y apprend beaucoup de choses, notamment des choses qui se sont passées dans le Katanga. Bonsoir et à bientôt.